Bonjour, dans cette sixième mini-vidéo, je vais vous fournir quelques informations qui vous permettront de répondre à la question numéro 6 du jeu Comment fonctionne notre planète, les climats. Ici Hélène Gaonac. Cette question numéro 6 est « Pourquoi les dinosaures ont-ils disparu ?» Il n'est pas toujours évident de comprendre comment et pourquoi des civilisations du passé ont soudain disparu. Mais il semble que dans plusieurs cas, les changements climatiques ont été un facteur important. Certains Vikings, par exemple, ont décidé d'aller vers l'ouest de l'Islande et sont arrivés au Groenland en 984. Ils se sont installés au sud et sur la côte ouest. Ils ont alors essayé d'implanter leur façon européenne de faire du commerce et de l'agriculture. Pendant 450 ans, ils ont eu beaucoup de succès, mais un refroidissement du climat aurait perturbé leur prospérité. En effet, un petit âge de glace s'est installé. Entre le XIVe et le XIXe siècle, le climat fut plus froid en Europe et en Amérique du Nord qu'aujourd'hui. L'accès hivernal des ports, en lien avec l'Europe, fut bloqué par la glace. Les Vikings ne purent alors plus recevoir de ressources premières comme du fer, utiles pour la fabrication de leurs outils et de leurs armes de guerre, avec les Inuits présents également au Groenland. Le refroidissement a de plus limité leur agriculture et les a placés dans une situation de survie. Ils ont donc quitté le Groenland. Les Mayas sont un autre exemple de peuple qui a subi des effets négatifs, en particulier des changements du climat local. Ils ont vécu une période d'abondance entre le VIe et le IXe siècle. Mais le climat est devenu plus aride, plus sec. Ils ont là alors eu plus de difficultés à vivre de l'agriculture en Amérique centrale et ils ont dû abandonner leur ville, étant eux-mêmes en dispute avec les peuples voisins. L'histoire de la Terre est riche en extinction d'espèces et en apparition d'autres espèces. Les scientifiques ont identifié 5 grandes extinctions de masse où 75% ou plus des espèces a disparu au moment de chacune de ces extinctions. Et l'on pense que le changement du climat a affecté d'une manière ou d'une autre la disparition des espèces lors de ces extinctions. Je mentionnerai ici 2 de ces extinctions de masse, celle du Permien et celle du Crétacé. La fin du Permien a vu la disparition de près de 95% des espèces marines et terrestres. C'est la plus grande extinction de tous les temps. Les concentrations particulièrement élevées en dioxyde de carbone ont probablement été provoquées par un volcanisme intense à la fin de cette période géologique, à la fin du Permien. Les températures moyennes à l'équateur ont atteint 50 à 60 degrés. Les eaux océaniques se sont également réchauffées, empêchant la vie de reprendre facilement après l'extinction. Parmi les espèces connues qui ont disparu à la fin du Permien, citons les trilobites. Cette extinction s'est produite vers moins de 152 millions d'années avant aujourd'hui. La deuxième extinction de masse dont je vais vous parler est celle de la fin du Crétacé, qui, elle, s'est produite il y a environ 65 millions d'années. Elle a vu disparaître près de 76% des espèces. C'est la plus connue car elle a emporté la plupart des dinosaures avec elle. Elle aurait été en grande partie provoquée par un astéroïde qui serait tombé au sol au large de la péninsule du Yucatan au Mexique. Cela a impliqué la formation d'un cratère de 180 km de diamètre et un refroidissement du climat que les dinosaures n'ont pu supporter. Nous devons réaliser que les extinctions de masse se sont produites sur des millions d'années, alors que les changements actuels climatiques que nous vivons s'effectuent sur des dizaines d'années.
À quoi s'attendre au Québec aujourd'hui? Les scientifiques ont fait différentes études. En particulier, ils ont proposé des projections climatiques pour le futur, comme celle de la température, des précipitations et d'autres variables. Si l'on regarde les scénarios de température estivale en haut, au Québec, voici une carte des températures moyennes d'été observées et une autre à droite des températures moyennes projetées pour 2070. Ce qu'il est important de remarquer, c'est qu'aussi bien au sud qu'au nord du Québec, les scientifiques s'attendent à une augmentation des températures de 2 à 3 degrés en été. Si l'on regarde maintenant les scénarios de température hivernale au Québec, voici les températures moyennes observées en hiver et voici les températures projetées pour 2070 pour l'hiver. Ce que l'on observe cette fois-ci, c'est un réchauffement, une augmentation des températures projetées en hiver de 3 à 4 degrés au sud du Québec, mais de 5 à 7 degrés au nord du Québec pendant l'hiver. Ainsi, le bilan côté thermique au Québec est un réchauffement plus marqué en hiver qu'en été, et au nord qu'au sud du Québec. Si l'on se tourne vers les précipitations maintenant, les scientifiques planifient une augmentation des précipitations au Québec en hiver, au sud comme au nord. L'augmentation fournira une accumulation plus grande de neige au nord, mais une diminution de l'accumulation de neige au sud, en raison des températures plus élevées au sol au sud. En été, les scientifiques projettent une augmentation des précipitations au nord, mais le même type de variation de précipitations que ce que l'on connaît aujourd'hui au sud du Québec. Les impacts vont se répercuter sur les différents secteurs du Québec et en fait ont déjà commencé à se faire sentir. Si l'on prend le secteur de la biodiversité et des écosystèmes, un exemple intéressant est celui du bruant à gorge blanche, une étude effectuée par l'équipe de Dominique Berthaud. Ce petit oiseau reste au Québec en été et repart plus au sud en hiver pour revenir au printemps suivant. En 1970, il revenait au Québec aux alentours du 2 mai. Mais en 2008, il revenait plus tôt, vers le 22 avril. La différence de date de migration serait due au changement climatique. Un autre exemple d'impact des changements climatiques dans ce secteur est celui de l'arrivée de la maladie de Lyme au Québec. Cette maladie est transportée par les souris et les chevreuils. Elle affecte les humains si ceux-ci ne sont pas traités médicalement. Un des autres secteurs qui préoccupe le Québec est celui des infrastructures québécoises. Par là, on entend les bâtiments, les routes, les pistes d'aéroports, les structures portuaires, etc. Il est projeté que l'Arctique québécois sera une région particulièrement affectée par les changements climatiques au Québec, car elle sera concernée par la fonte de plus en plus importante de ce que l'on appelle le pergélisol, cette partie du sol qui reste habituellement gelée toute l'année. D'ailleurs, cette fonte du pergélisol provoque des émissions supplémentaires de gaz à effet de serre qui ne font qu'accélérer la hausse des températures. Cela provoque des déformations du sol, voire des effondrements. Les berges du Saint-Laurent seront également plus à risque, car il est projeté une hausse du niveau de la mer, une diminution de l'englacement, un changement des régimes de tempête. Cette évolution du climat mettra les infrastructures plus à risque, comme cette maison ou cette route, de plus en plus proche du précipice. Au sud du Québec, les scientifiques sont principalement concernés par la fréquence et l'intensité des pluies fortes, des événements dits extrêmes, créant des inondations plus fréquentes en hiver comme en été. Voici la fin de cette 6e mini-vidéo. Vous pouvez trouver l'ensemble des mini-vidéos reliées au jeu sur le climat sur le blog à l'adresse jeuclimatfr.blogspot.com.
Merci et bonne journée.